Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle conférence avec la rencontre d'une autrice, d'une postfacière. On aurait bien aimé avoir aussi la préfacière, Madame Kmilette, qui n'a pu répondre pour des exigences de son agenda. Et dans ce nouveau numéro, cette nouvelle conférence, nous recevons au nom de l'Institut Kalima, en partenariat avec la CVDV, donc l'association suisse CRI Voix des victimes, présidée par Dr Dari, d'ailleurs que je vois présent avec nous, lui donnera la parole un peu plus tard. J'ai l'honneur de recevoir, donc fondateur et directeur de l'Institut Kalima, en ligne, institut qui enseigne les sciences de la spiritualité de l'islam, du langage et de l'être, d'accueillir aujourd'hui une autrice assez particulière, une chercheuse indépendante, mais qui fut aussi chercheuse au sein de Sciences Po Paris, autour de son ouvrage qui est le fruit d'une recherche académique, décoloniser les progressismes en islam, Romy de Matan, que nous accueillons et qui nous fait honneur. Salam alaikum, bonsoir, bienvenue. Alors, je ne sais pas si vous pouvez décocher aussi votre micro ou activer, que vous puissiez... Voilà. Est-ce que ça marche? Salam. Merci voilà, pour l'invitation. Bienvenue. Alors, bien sûr, avec vous, vous accompagne ce soir deux personnes, deux personnalités, deux sœurs. Lisa Amar, doctorante dans une université au Canada, du Québec, qui travaille, qui prépare une thèse en littérature et qui s'intéresse de loin et de près avec ce qui se passe ici en France, avec l'actualité autour des questions sociales, des questions littéraire, et nous disons littéraire, c'est aussi humaine et sociale, autour de l'organisation, autour de l'islam, l'organisation de l'islam, autour aussi des phénomènes sociétaux de l'immigration, la post-immigration, etc. Nous l'accueillons, nous sommes honorés aussi de l'avoir avec nous. Lisa Amar, bienvenue, marhaban bikoum. Très honoré de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes la postfacière de cet ouvrage dont il est question ce soir et dont on aura l'occasion de discuter amplement, je l'espère, sous la direction de l'animation de Fatma, Madame Fatma Torkani, qui est connue aussi dans la sphère médiatique française, fondatrice, journaliste d'Arabian Vox et actrice quelque part aussi sociale sur pas mal de questions qui touchent la société française de manière particulière et l'actualité en France et au-delà, voire même autour de la France. Alors, vraiment, vraiment très, très honoré de vous avoir. L'idée est venue, je me permets de le préciser, et de trahir une petite confidence d'une sœur que je connais personnellement, Imen, à qui je rends hommage. Je ne sais pas si elle va pouvoir se connecter et nous rejoindre. De toute manière, elle viendra, et qui est l'initiatrice éponyme de l'idée de la discussion de cet ouvrage qui soulève énormément de questions sociétales et qui, pour moi, ne serait qu'un matrel, comme on dit en arabe, une introduction à un champ d'investigation et de réflexion assez dense et assez riche. Avant de donner la parole à notre chère Fatma Torkani pour pouvoir aussi peut-être rajouter quelques éléments sur les présentations des uns et des autres et animer cette conférence, je souhaite la bienvenue au président de l'association suisse CRI Voix des victimes, donc association qui défend juridique, culturelle et intellectuelle, qui défend les citoyens
Suisses de toute confession, et notamment ceux de confession musulmane en Suisse, et qui donne une priorité à l'intellectualité des penseurs, notamment musulmans, voire religieux de tous bords, en Suisse et autour de la Suisse, pour fructifier le champ de la conciliation, le champ de la diversité culturelle et intellectuelle en Europe, que je salue. Je ne sais pas s'il m'entend, s'il pourra répondre ou pas. En tout cas, il pourra prendre la parole. Et qui est aussi... Merci, juste aussi pour ajouter que nous sommes aussi partenaires de l'Institut Kalim, présidé par votre personne, l'honorable Sidi Boumediene, aussi en tant que vice-président de la coordination des organisations islamiques suisses, la plus ancienne organisation représentante des musulmans en Europe. Et aussi, j'aimerais bien préciser quelque chose, que vous êtes, M. Boumediene, notre référent scientifique aussi, et je profite de cette occasion pour vous remercier pour tout votre engagement, votre travail, et honoré par la présence de nous deux sœurs aujourd'hui. Je te remercie infiniment, nos trois sœurs. Je te remercie infiniment, docteur Dari, qui est juriste de formation et bien sûr qui a consacré toute une vie à la défense des victimes sur plusieurs plans, membre du barreau international des avocats libéraux, etc., au-delà de sa fonction de la vice-présidence, bien sûr, de la coordination des organisations islamiques suisses. Je suis très honoré aussi d'avoir avec nous, alors je le vois pas, je sais pas qui est là, qui n'est pas là, je vois que quelques personnes, d'avoir quelques figures. J'ai vu alors docteur Malik Bezou, qui est un spécialiste aussi de l'islam de France, écrivain, essayiste, mais physicien aussi de formation, professeur et technicien, qui est l'auteur d'innombrables ouvrages sur la question de l'islam, l'actualité de l'islam, l'islamophobie, et qui est aussi un passionné de l'histoire des relations entre les musulmans et les autres formations, les autres mouvances religieuses, judaïques, chrétiennes. Je tenais à le saluer. Marhaban bik, mon cher Malik. Je crois qu'il est temps peut-être de céder la parole à notre sœur Fatma Torkani pour animer cette conférence que j'espère et que je ne peux que vouer à une discussion riche, profonde, intense et bénéfique et profitable à toutes et à tous. À vous la parole, Fatma Torkani. Alors oui, merci beaucoup pour cette introduction. Je ne sais pas si on m'entend bien, ça va? Ok, super. Du coup, comme ça a été dit, moi je suis journaliste, je suis fondatrice du média Arabia Vox, et aujourd'hui donc j'ai le plaisir d'échanger avec Romy de Maton sur son ouvrage Décoloniser les progressismes en islam, mais également aussi avec Lisa Amar. Alors, n'hésitez pas à me reprendre si je dis quelque chose qui n'est pas correct, ou si peut-être j'écorche des noms ou des mots. Du coup, Romy de Maton, qui est chercheuse indépendante, comme ça a été mentionné, en sciences politiques, et donc autrice de cet ouvrage Décoloniser les progressismes en islam aux éditions Calem. Et Lisa Amar, qui est chercheuse du coup dans une université au Canada, et qui est également militante. Voilà. Alors, comme pour commencer un petit peu dans une première partie, pour parler un peu de la genèse de ce livre et comment il a vu le jour et comment tout ce projet s'est concrétisé. Comme ça a été déjà dit, c'est le travail, donc votre travail, Romy, c'est un travail qui a été
fait dans un cadre académique, puisque c'est un mémoire, si je ne dis pas de bêtises, qui par la suite a été publié en tant que livre. Comment ça a été comment s'est mis en fait en place cette idée de publier un mémoire, ce qui n'est pas forcément anodin, de publier un mémoire qu'on fait dans un cadre scolaire, académique, de le publier en livre et de vouloir le partager au plus grand nombre. Merci, Fatima. Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum. Je suis hyper honorée d'être là. Merci à Imen, donc, qui est une de mes premières lectrices et qui du coup avait qui avait partagé du coup ce livre à Monsieur Boumedienne, que je remercie également pour l'organisation de la conférence. Je remercie aussi Fatma et Lisa. Merci beaucoup pour d'avoir accepté de participer à cette visioconférence, et merci à toutes les personnes qui sont là pour écouter. J'espère que nos échanges seront passionnants et qu'on pourra aussi, tous et toutes, apprendre de ces échanges. Alors, effectivement, donc moi, j'ai publié une version améliorée de mon mémoire aux éditions Calem. C'est un mémoire que j'ai effectué à l'école doctorale de Sciences Po. Et j'ai décidé de le publier, en fait, pour le rendre assez accessible, pour tenter d'essayer de le rendre accessible à des personnes qui n'ont pas forcément fait de la recherche et qui s'intéressent au sujet académique. Donc voilà, j'essaye d'en parler aussi dans des lieux non académiques comme des mosquées, des concept stores, etc., dans une dans une logique en fait de recherche et d'action auprès aussi des milieux populaires. Mmh. Et justement, quand vous êtes arrivé avec ce sujet-là, qui n'est pas forcément un sujet très facile à aborder aujourd'hui, déjà des progressismes en islam et en plus de ça, de les décoloniser, quand on arrive dans un cadre académique comme l'école doctorale de Sciences Po, comment ça a été accueilli comme choix de sujet? Alors déjà, c'était hyper important pour moi de participer, de contribuer à mon échelle à la production de savoirs académiques liés à l'islam. Parce que ce qu'on peut trouver, par exemple, à la Kepel, au Rouget, etc., ça peut être parfois hyper problématique. Et voilà, il y a beaucoup d'instrumentalisation autour des recherches liées à l'islam en France. Et moi, en tant que musulmane, j'avais envie aussi d'apporter une forme d'alternative à ce qu'on peut parfois lire, etc., à travers certains articles. Et puis, je voulais aussi aborder un sujet qui n'est pas tant abordé que ça, en étudiant 3 mosquées qui, jusqu'à présent, n'avaient pas du tout été abordées académiquement. Et du coup, c'était quoi déjà la question ? C'est comment ça a pu être reçu, en fait, par vos interlocuteurs dans ce cadre-là académique. Ouais, justement, c'est pas commun d'aborder un sujet si engagé. Et c'est aussi pour ça que je voulais le faire. Et donc, au départ, c'est vrai que j'ai eu un peu peur. On m'a plus ou moins reproché d'être à la fois musulmane et de travailler sur des mouvements musulmans. J'étais un peu décrédibilisée, un peu disqualifiée parfois, où je me suis sentie pas forcément légitime de le faire. Mais je pense que si j'avais été une personne racisée, ça aurait été bien pire. Ouais. Et je pense que j'ai des privilèges qui font que j'avais aussi ce devoir de mettre ce sujet sur la table, aussi dans le monde académique, pour essayer de faire avancer les choses à mon échelle. Donc ça a été quand même bien reçu, surtout que j'avais une superbe directrice de mémoire. Ma soutenance s'est très très bien passée, donc voilà. Ouais, et justement, c'était la question que je voulais aussi poser. C'est vrai qu'on a un peu cet aspect très d'objectivisation finalement dans la recherche académique, encore plus française. Moi, je pense à des exemples, peut-être Lisa aussi pourra nous en parler, des exemples plus dans des milieux, on va dire, anglo-saxons, mais en tout cas non français et non européens, où les chercheurs ont tendance à se définir, et c'est ce que vous faites aussi au début de l'ouvrage, où vous définissez en tant que... en fait, vous vous présentez dans une démarche d'honnêteté intellectuelle, en disant qui vous êtes, d'où vous venez, comment aussi vous vous situez, parce qu'on n'est jamais totalement objectif par rapport à un sujet donné. Romy et Lisa aussi,
vous qui êtes deux femmes musulmanes et chercheuses dans un milieu académique où ça peut forcément poser des questions, comment vous voyez un peu l'évolution sur ces questions-là d'objectivité, de distance avec son sujet Je vais passer la parole à Lisa, puis je répondrai après. Merci beaucoup. Déjà, bonjour tout le monde. Salam alaikum. Je suis très contente d'être là. Donc, pour répondre à ta question, alors, tu as parlé un petit peu du milieu anglo-saxon et de la manière dont ça peut se passer ailleurs. Il est vrai que les tensions françaises autour de l'objectivité et de la neutralité scientifique sont bien plus prégnantes. Après, ça ne veut pas dire qu'ailleurs c'est tout à fait correct ou qu'ailleurs ça se passe forcément bien ou que ces sujets ne sont pas compliqués à aborder. À titre personnel, en tant que chercheuse, donc moi je fais de la recherche en littérature, c'est un peu rien à voir, mais c'est lié quand même. Mais je ne crois pas du tout en l'objectivité scientifique. Je crois qu'il y a des réalités objectives, matérielles, ça j'y crois fermement, pour des raisons politiques aussi. En revanche, je ne crois pas qu'on puisse les aborder de manière objective. Et donc au final, cette question-là, et d'ailleurs on en parlait souvent avec Romy pendant que tu finalisais l'écriture du livre, cette question de la posture et de comment on se situe par rapport à son objet d'étude, je pense qu'il faut faire preuve de transparence. C'est ce que tu fais, Romy. En toutes circonstances, faire preuve de transparence, mais surtout assumer en fait pour mieux dépasser le fait qu'on ne peut pas être objectif et qu'on ne peut pas aborder des questions aussi tendues que celle de l'islam en France ou dans un contexte occidental, on va dire de suprématie blanche, disons les termes, sans nécessairement avoir un positionnement politique ou tout du moins se rapprocher de tel ou tel bord politique. Et pour moi, la meilleure façon de gérer cette tension-là, c'est de savoir de quel bord politique on a envie de se rapprocher, à qui on appartient en fait aussi, intellectuellement, politiquement, idéologiquement, pour être tout à fait transparent avec les lecteurs et les lectrices et leur donner toutes les clés nécessaires pour être aussi également critique en découvrant ce qu'on leur propose comme réflexion. Et Romy, justement, par rapport à cette question-là, comme l'a dit Elisa, c'est totalement assumé et tu te présentes vraiment et tu présentes même ta proximité avec ces milieux, avec certains de tes enquêtés, avec certaines personnes que tu as pu interviewer. C'est quelque chose qui a été bien reçu. Est-ce qu'on te l'a reproché? Alors, c'est vrai que je ressens souvent le besoin de me justifier sur mes liens avec certains milieux militants, mon affinité avec certains milieux étudiés. Mais en même temps, tout point de vue est situé. Et comme on l'a dit, quel chercheur ou chercheuse pourrait prétendre être neutre et objectif sur un sujet dont il ou elle est partie prenante, et même quand on n'est pas partie prenante, je pense qu'il y a toujours une forme de subjectivité qu'il faut assumer et c'est hyper important d'en parler. Et non, moi je pense qu'au contraire, justement, le fait d'être musulmane, de connaître aussi certains de ces milieux depuis longtemps, etc., ça m'a permis d'y avoir accès plus facilement. Donc, ça a facilité certaines de mes recherches. Ça m'a permis d'avoir aussi, de récolter en fait, des données que d'autres personnes n'auraient pas forcément récoltées parce que j'ai pu, du coup, avoir la confiance de certains et de certaines de mes enquêtés qui m'ont livré des témoignages hyper intimes, parfois très puissants, qui me faisaient confiance du fait de mes positionnements aussi de militante. Donc non, je pense que ça a été hyper important et les mêmes recherches menées par quelqu'un d'autre n'auraient pas forcément abouti aux mêmes conclusions. Et là, franchement, j'étais très, très contente des résultats et de ce que ça a pu donner. Et je pense que plus on sera de musulmans et de musulmanes à travailler sur les mouvements musulmans de ce type, etc., mieux ce sera, puisque ça ne sera pas du coup accaparé par des personnes qui n'ont rien à voir avec ces milieux et qui peuvent parfois du coup monopoliser tous les débats autour de ces mouvements. Donc je pense que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus légitime. Et justement, alors tu dis que tu fréquentes justement beaucoup de ces milieux-là, beaucoup de tes enquêtés, beaucoup d'associations aussi que tu cites, notamment la Lab. Comment s'est fait un peu la connexion entre vous deux et cette idée de faire la postface qui est écrite par Lisa, comment ça s'est mis en place? Ouais.
Alors, c'est vrai que la Lab, du coup, je suis engagée chez la Lab depuis plus de 6 ans. Ça fait 6 ans maintenant, je crois. Mais je n'ai pas travaillé directement sur la Lab. Justement, j'ai fait ce choix-là. Et du coup, Lisa, en fait, déjà, je la suivais depuis plusieurs années sur les réseaux. Et j'aimais beaucoup ses positionnements. Je trouvais que c'était hyper intéressant, ses positionnements de chercheuse et militante. Et j'avais eu aussi des très bons échos. Et il se trouve que, étant donné que je pars d'un point de vue situé, donc de femmes blanches, musulmanes, issues d'un milieu rural privilégié, etc., j'avais besoin, avant la publication de mon livre, de vérifier qu'il n'y ait pas trop de choses problématiques dans mes propos. Et du coup, j'ai fait appel à des personnes expertes en fait, de ces sujets et qui sont aussi concernées par la plupart des thématiques que j'aborde. Et donc, j'ai fait notamment appel à Lisa et je lui ai proposé de postfacer le livre en tant qu'aussi concernée par la plupart de ces thématiques. Alors justement, si vous me permettez, Romy, Fatima Kmilat est là aussi, elle vient de nous rejoindre et qui a aussi participé à la préface de votre ouvrage. Peut-être elle prend la parole si elle le souhaite. Fatima, si tu veux intervenir, bienvenue à la bibliothèque. D'accord. En tout cas, Fatima Kmilat, qui est une chercheuse spécialiste de l'islam de France et des questions de genre, des questions raciales, que j'admire depuis des années, qui m'a énormément appris et qui a bien voulu préfacer le livre. Donc, je suis aussi hyper honorée de sa présence. Super. Et du coup, cette postface de Lisa, qui s'intitule « Pour faire de nos spiritualités des horizons de libération ». Peut-être, Lisa, est-ce que tu peux nous dire un peu quelques mots déjà de quand tu as relu ce livre-là, ce que ça a animé en toi et ce que tu as voulu aussi faire passer comme message à travers cette postface-là? Ouais, alors moi, quand j'ai lu le livre, tu te rappelles, Romy, je te faisais des retours étape par étape. Je suis passée par pas mal de phases. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'ont semblé extrêmement intéressantes, mais des choses qui sont venues me prendre aussi émotionnellement parlant. Aussi bien parce que j'étais assez impressionnée par ce que pouvait faire telle mosquée autour de la solidarité internationale. Donc là, je pense par exemple à Calais. Qu'indignée aussi par certains discours que j'ai pu lire dans certains témoignages qui venaient d'autres mosquées qui étaient un peu plus républicaines, universalistes, on pourra y revenir. Donc je suis passée par pas mal de phases, mais en tout cas j'ai trouvé extrêmement intéressant le fait de les mettre les unes face aux autres. Et surtout que ça faisait écho à des choses que j'avais déjà observées en fait dans les espaces communautaires musulmans, dans les mosquées, etc. Même juste dans nos quartiers, j'avais déjà observé des dynamiques, on va dire politiques, tout du moins qui m'interrogent sur la place que peuvent prendre telle ou telle communauté, telle ou telle minorité au sein de la communauté musulmane, etc. Donc les dynamiques intracommunautaires, que ce soit celles qui sont liées au genre, donc femmes, hommes, etc., que ce soit celles qui soient liées à l'orientation sexuelle, ou encore à la race aussi, m'ont toujours interrogée et m'ont toujours posé question parce que je voyais des injustices assez flagrantes se passer devant moi. Et généralement, lorsqu'on aborde ces questions-là dans nos espaces, la réponse en face, c'est souvent « oui, mais l'islam, c'est universel, etc. » Sauf que dire que l'islam, c'est universel, c'est juste balayer la question. Balayer la question, c'est un peu ce que fait l'universalisme blanc à la française, hein, c'est-à-dire nier la question pour ne surtout pas la régler. Donc face à la découverte de recherche de Romy, j'étais très enthousiaste et j'étais vraiment heureuse de pouvoir les défendre. Et quand je dis qu'il faut faire de nos spiritualités un horizon de libération, c'est parce que moi, en tant que militante féministe, en tant que militante antiraciste, mais aussi anticapitaliste, je pense que nos spiritualités sont traversées par des dynamiques politiques, parce qu'elles sont le fruit de contextes, le fruit de ce que nous, on en fait, en fait, nous, en tant que société, à tel et tel moment et avec telle ou telle idéologie. Et à partir de là, je pense qu'au lieu de les mettre soit de côté totalement, ce qu'on peut parfois voir dans les milieux de gauche en disant « ouais, mais la religion, c'est oppressif, on n'en veut pas, etc. » ou à l'inverse, sacraliser des interprétations religieuses qui doivent être, à mon sens, discutées,
Ces deux positions-là me semblent être des écueils. Et donc, ce que je défends un peu dans cette postface, c'est de dire, et si on mêlait un peu les deux, et si on choisissait de garder nos spiritualités, mais qu'on en faisait des horizons de libération, ce qui me semble tout à fait d'ailleurs correspondre à l'éthique islamique, si on peut définir une seule éthique, mais ce qui me semble aussi s'inscrire dans une vision politique de libération qui peut puiser dans nos spiritualités, ou tout du moins qui peut s'accompagner de nos spiritualités. Alors, t'en parlais un petit peu là, Lisa, pour du coup ceux qui auraient peut-être juste entendu parler du livre et qui n'ont pas pu le lire, que j'ai juste ici. Alors, oui, Romy demande, est-ce que tu peux nous lire un petit passage peut-être? Ce qui est une très bonne idée. De la postface, hein? Oui, je vais chercher mon livre. Attendez. Coucou, ça va? On va y arriver. Bon, je choisis un petit passage. Tu peux aussi tout lire, hein. Non, je ne vais pas tout lire, ça va être long pour pas grand-chose. Je vais lire un petit extrait. Alors, je plaide pour qu'on ne laisse pas la critique de nos espaces religieux dans les seules mains de savants, parfois déconnectés de nos réalités. Je plaide aussi pour qu'on ne le laisse pas entre les mains mal intentionnées et racistes qui, sous couvert de critique de l'islam, stigmatisent les personnes musulmanes. Je rêve que nous aspirions à toujours plus de complexité et de nuances. Je rêve que nous, femmes et personnes LGBT, reprenions le pouvoir sur nos spiritualités et nos croyances. Je rêve que nous, personnes musulmanes, racisées pour cela, LGBT ou non, femmes, hommes et personnes non binaires, reprenions le pouvoir sur nos conditions de vie et d'existence. Ça a été bref. Ouais, mais très efficace. Moi, je trouve que c'est un peu le truc qui définirait... parce que c'est vrai que la préface, pour le coup, introduit vraiment, contextualise tout le travail de Romy aujourd'hui en France, nous donne des clés aussi un peu de compréhension si on arrive... si on débarque de planète Mars, parce que je pense qu'il faut vraiment débarquer de Mars pour ne rien comprendre à ce qu'on raconte, vu qu'on parle, enfin, c'est des sujets d'actualité, il suffit juste de vivre en France pour en entendre parler. Mais c'est vrai que cette préface-là, elle est assez courte, mais elle est vraiment, enfin, elle va direct au but, quoi. Et c'est vraiment le truc... c'est vrai que c'est pas quelque chose de très répandu d'avoir des postfaces. Et là... c'est vrai qu'on aurait, comme ça, un travail académique, on aurait pu un peu rester sur notre faim et ça vient vraiment conclure et donner vraiment, enfin, le point final, quoi, de cette étude-là. Et Lisa, t'en parlais un petit peu, mais du coup, oui, ce livre, donc à travers cette recherche-là, Romy, en fait, tu étudies ce qu'on entend par progressisme. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, le mot progressisme est un peu sur toutes les lèvres, surtout quand il s'agit de parler d'islam. Et donc, du coup, toi, ton étude, ça a été de se concentrer sur 3 mosquées qui se veulent et qui se disent progressistes, en tout cas qui se définissent comme telles, à savoir, alors encore une fois, n'hésite pas à me reprendre si je prononce mal le nom des mosquées. Donc, on a la mosquée Simorgue, la mosquée Oumouraka et la mosquée Kalem. Donc, 3 mosquées qui sont récentes, qui proposent des alternatives aux musulmans, notamment aux musulmanes, aux femmes et aux personnes aussi LGBT. Et qui se matérialisent un peu de différentes façons. Ça peut être virtuellement, comme là, ce qu'on est en train de faire, échanger virtuellement, mais ça peut être aussi physiquement, etc. Donc, c'est un des mots les plus importants, cette notion de progressisme dans ton étude. Est-ce que peut-être on peut en dire, peut-être la définir comme tu le fais un peu au début de ton livre, parce que c'est vrai que ça veut un peu tout dire et rien dire à la fin. En fait, on l'entend tellement qu'on ne sait plus trop ce que ça peut vouloir dire.
Ouais. Alors oui, effectivement, pour les mosquées, donc il y a Simor, Goumouraka qui sont situés en Île-de-France, pour les personnes qui n'ont pas encore lu le livre, et Calem qui est plutôt dans le sud, donc à Marseille. Et donc, ce sont 3 mosquées qui, dans leurs actions, etc., peuvent se référer au progressisme musulman, au pluriel. Donc, des mouvements en fait, qui aspirent à une certaine forme de changement, de progrès social, politique, religieux à travers différentes actions. Et ce que mes recherches ont montré, c'est que la différenciation du coup, entre ces différentes formes de progressisme, elle n'est pas tant théologique, mais plutôt politique. Donc, j'ai catégorisé donc, différentes formes de progressisme, notamment le progressisme décolonial, le progressisme universaliste, le progressisme traditionnaliste. Et je ne suis pas du tout partie d'une définition normative, donc qui viendrait de moi, qui définirait ce que je pense être le progressiste, etc. Mais au contraire, je me suis basée du coup sur ce qu'on peut dire mes enquêtés et sur les catégories qu'ils et elles ont utilisées en parlant de ce terme-là. Oui, donc il y a un peu cette... Pardon. On m'entend ou pas? Oui. Oui, pardon. Oui, donc comme tu le disais, c'est surtout en fait, un aspect très politique. Tout à l'heure, Lisa parlait de l'aspect universaliste et c'est un peu ce qui sépare aussi ces 3 mosquées-là. C'est qu'il y a une mosquée qui est la mosquée Simor, par exemple, qui, elle, prône justement un progressisme qui serait... qui partirait en fait d'un point de vue universaliste, un peu colorblind, quoi. On ne voit pas les couleurs, où tous les musulmans et musulmanes seraient, selon leur orientation sexuelle, selon leur couleur de peau, selon leurs origines, seraient un peu sur le même pied. Et même plus que ça, puisque Amandine Sullivan, qui est une des fondatrices de cette mosquée-là, t'explique qu'en fait, du coup, pour contextualiser, c'est une femme blanche convertie à l'islam et expliquerait même qu'en fait, il y aurait peut-être une certaine aisance pour les femmes converties, enfin pour les musulmans et musulmanes convertis, à aborder, on va dire, l'universalisme de l'islam de façon, on va dire, plus facile que des personnes nord-africaines ou d'Afrique subsaharienne ou originaires de pays d'Asie, qui, eux, auraient un facteur culturel. Ouais, alors ce qui était paradoxal, selon du coup certains discours, c'était qu'il y avait cette volonté de défaire le cultuel du culturel. Donc, on veut un islam qui soit dénué de toute culture nord-africaine, etc. Donc, en tant que convertis, nous savons ce qu'est le vrai islam, ceci est religieux, ceci est culturel, etc. Et on doit s'en défaire. Mais du coup, ça fonctionnait que quand ce qui était culturel était d'origine nord-africaine, en l'occurrence dans certains discours de la mosquée Simor. Mais paradoxalement, il y avait aussi cette volonté donc de prôner une forme d'islam éclairé, d'islam des Lumières, finalement franco-français, donc en se basant sur des valeurs notamment promues par la gauche, des valeurs de laïcité, d'égalité, de fraternité, de mixité hommes-femmes, etc. au sein des mosquées. Et donc, de se baser aussi sur des valeurs républicaines prônées par le gouvernement, prônées par les institutions. Donc, ce qui est finalement de l'ordre du culturel en France. Et Lisa, t'en parlait tout à l'heure en mot d'introduction, justement, de ce biais-là universaliste aujourd'hui qu'on accroche à l'islam. Et d'un point de vue en fait de personnes blanches qui peuvent se convertir, et toi en tant que militante aussi c'est quelque chose que tu constates.
Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer en quoi c'est une approche qui peut être problématique et qui peut aussi distancer, on va dire, les liens qui peuvent en fait se tisser entre les différents musulmans, peu importe leurs origines, ou finalement on aurait cette religion et nos pratiques et nos questionnements en commun, en quoi ça poserait problème une vision comme ça, comme celle portée par exemple par cette mosquée-là? Ouais. En fait, déjà, moi, de ce que j'ai compris dans ce que j'ai pu lire par rapport à cette mosquée, c'est qu'au-delà de prôner une vision républicaine universaliste, la représentation de la mosquée explique très clairement que l'islam, dans son essence, ne pose pas problème en termes d'injustice et d'inégalité entre les personnes, notamment en raison de leur genre. En revanche, la pratique de l'islam, parce que certaines cultures s'y seraient mêlées, implique de la misogynie. Donc en fait, ce n'est pas l'islam le problème, ce sont les musulmans de certaines cultures. Donc on est vraiment dans une lecture culturaliste, raciste, très clairement, des musulmans et des musulmanes. Et moi, quand j'ai lu en fait ces extraits-là, j'ai beaucoup pensé à ce que pouvaient dire les orientalistes du 19e siècle, qui voyageaient, donc les explorateurs coloniaux qui découvraient l'islam en Algérie, par exemple, et qui disaient, bon, il y a quelque chose à faire avec cette religion, qui parfois se convertissait d'ailleurs. En revanche, ces peuples-là, ils sont quand même inférieurs à nous, ils sont arriérés. En fait, on est dans la lecture raciste la plus élémentaire. Donc, c'est assez flagrant, c'est difficile à négocier, je pense, dans un cas comme ça. Et là, donc ça nous pose un problème, parce que bien sûr, d'abord c'est faux, hein, ce qu'elle dit scientifiquement c'est faux, c'est facilement démontable. Quand elle explique par exemple que le problème c'est la pratique de l'islam depuis certaines cultures et qu'une pratique française de l'islam serait nécessairement libératrice, moi j'ai envie de dire le patriarcat en France il est bien implanté, comme dans toute société aujourd'hui. Je ne vois pas en quoi les valeurs françaises seraient moins sexistes que des valeurs des cultures nord-africaines, par exemple. Alors, elles sont sexistes différemment. Le patriarcat s'exprime différemment parce que les sociétés ne sont pas les mêmes, les mœurs ne sont pas les mêmes, etc. Mais en aucun cas, on serait ni en dehors de la culture, comme tu disais, Romy, mais ni en dehors des dynamiques de domination. Donc moi, si tu veux, l'idée de base de dire « Ok, il va falloir réinterroger certaines dynamiques politiques », j'y adhère. Mais si on veut réinterroger ces dynamiques politiques, c'est certainement pas pour les faire remplacer par d'autres qui sont tout autant oppressives, tout autant, voire même plus quelque part, au regard du pouvoir dont dispose chacun et chacune. Donc c'est ça en fait qui me semble extrêmement paradoxal et qui me semble fondamentalement raciste et qui constitue un écueil en termes d'horizon de libération. Alors, je ne sais plus quelle était ta question. Oui, non, mais c'est ça, c'est en quoi en fait ça crée un fossé, en quoi c'est un biais qui est problématique pour en fait pouvoir réunir des personnes autour d'une seule religion. Mais je rebondis un peu à ce que tu dis parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, en fait, il y a cette volonté de prôner une pratique de l'islam qui est française, mais même sur ça, peut-être que Romy, tu peux aussi nous en parler, mais qu'est-ce que c'est en fait une pratique française de l'islam? Comment on pratiquerait enfin, ça c'est une question qu'on se pose puisque elles avancent aussi cet argument de dire que c'est une religion qui est universaliste. Donc, elle ne devrait pas avoir de nationalité, de pratique. Je ne sais pas si, Romy, tu veux intervenir et peut-être un petit peu plus développer sur ce truc-là de pratique française de l'islam, de pratique franco-française de l'islam. Je pense que Fatima et Mila t'en parleraient mieux que moi, mais du coup, donc si tu veux intervenir, Fatima, bienvenue. Du coup, selon l'histoire de la gestion de l'islam de France, etc., l'ingérence du gouvernement depuis des décennies dans justement la gestion du culte musulman en France, il y a eu justement une volonté finalement de créer une forme d'islam des Lumières, une forme d'islam républicain, une forme d'islam éclairé qui se traduirait par des formes d'invisibilisation dans l'espace public, donc avec des injonctions à l'assimilation, des injonctions à la discrétion, finalement aussi des injonctions à
à stopper tout espace de non-mixité, tout espace d'organisation intracommunautaire et tout espace d'organisation collective des musulmans et des musulmanes. Et ce qui est très, très problématique, effectivement, de la part de certaines converties blanches, mais aussi d'autres personnes musulmanes qui peuvent être racisées, qui peuvent aussi avoir des positionnements politiques problématiques, c'est justement cette vision, déjà cette vision de l'islam comme étant finalement un facteur d'intégration auquel il faudrait faire allégeance selon les valeurs républicaines et selon la façon dont la laïcité est instrumentalisée surtout depuis 2004. Mais je vais laisser aussi Lisa intervenir si elle le souhaite. Je ne veux pas trop monopoliser la parole. Il y a un petit bruit à côté, je ne sais pas si on m'entend, mais peut-être que Fatma, tu pourrais reprendre, continuer, parce que le temps que ça s'arrête. Bah, on l'entend un peu, après, c'est pas très gênant, donc si tu veux rebondir peut-être sur ce que Romy a dit, enfin, c'est comme tu veux. Ouais, non, par rapport à ça, moi, ce que je voulais ajouter, c'est juste le fait de dire que le problème de... En fait, le problème de fond, c'est qu'on fait tous semblant de discuter d'islam quand on ne parle pas d'islam. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de la racialisation d'une minorité en France, on est en train de parler d'histoire coloniale, on est en train de parler de racisme, et on nous explique qu'il s'agit de critiques de l'islam, de débats intellectuels, etc., etc. Bon, moi, dans l'idée, les débats intellectuels, je veux bien les avoir, il n'y a pas de souci, je veux bien les entendre et les écouter, tout du moins. Mais ce n'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Et pareil, je pense que dans cette mosquée-là, je pense qu'il y a une question politique de fond, peut-être qu'elle n'est même pas consciente d'ailleurs, mais c'est celle-ci qui finalement dirige les orientations de tout leur discours. Il ne s'agit pas vraiment de culture, il ne s'agit pas vraiment de pensée intellectuelle ou de philosophie, il s'agit vraiment de politique, et en l'occurrence de politique raciste et d'une considération raciste des musulmans et des musulmanes aujourd'hui en France qu'on aborde comme des objets en fait, souvent, donc des objets d'études dans le cadre universitaire, dans les médias aussi et dans toutes les représentations finalement, dans la littérature d'ailleurs, mais jamais comme des sujets à part entière qui seraient à même de questionner s'il y a des choses à questionner, qui seraient à même de questionner leur religion, qui seraient à même de questionner leur tradition, qui seraient à même de questionner leur histoire, etc. Il faudrait toujours venir leur expliquer comment faire pour amener l'islam vers les Lumières. D'ailleurs, le fait de dire les Lumières, de se référer comme ça à une période finalement très européenne, et un moment très européen, c'est quand même assez signifiant. Donc voilà, et je pense que face à ça, il est absolument nécessaire de prôner d'autres voies, mais c'est parfois compliqué dans un contexte où toute critique de l'islam est assimilée aussi à l'islamophobie, parfois à raison et parfois à tort, parce que du coup c'est assimilé à l'islamophobie, y compris quand ça vient de notre camp. Et donc voilà, je pense que c'est assez complexe, mais qu'il faut trouver de la nuance dans tout ça et essayer de poser ces questions-là, mais d'autres manières et depuis d'autres places et d'autres perspectives. Alors peut-être, Fatma, pour réagir un petit peu par rapport à ce que les deux intervenantes ont pu s'exprimer dès le début, que je trouve très intéressant. Il y a des choses qu'il faudrait peut-être approfondir si on peut avoir un peu plus de temps. D'abord, sur la question de l'islam de France. J'avais eu l'occasion à maintes reprises de discuter avec des sociologues, des politologues, des historiens, voire même des islamologues comme moi, sur le syntagme lui-même de l'islam de France. Est-ce qu'il poserait problème ou pas? Et il faudrait les définir. Et de là, peut-être revenir avec vous, Romy, sur la définition des progressismes. Et vous le savez très très bien, les progressistes sont pluriels. L'exemple de ces trois mosquées, minoritaires, minorisées, enfin de loin ou de près, tout dépend dans quelle strate sociologique, religieuse, socio-religieuse on se place, pourrait poser problème parce que il y a in fine, au fond,
concours de légitimité et d'autorité religieuse, pour ne pas dire spirituelle, qui est un mot qui nécessite des développements beaucoup plus complexes et beaucoup plus profonds. On y reviendra parce que ça a été prononcé par notre sœur Lisa dans la postface, à savoir comment arriver à se libérer. Je reprends les termes pour être fidèle à vos propos, libération par la spiritualité. Reste à définir ce que c'est la spiritualité aussi, et ce n'est pas une mince affaire. D'abord, dans les textes de la révélation, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Mais Romy, selon toi, alors quel progressisme aujourd'hui en France? Parce qu'on est dans le contexte, ne serait-ce que par le biais des exemples des trois mosquées, quel progressisme, en sachant que, et vous le dites d'ailleurs en filigrane dans votre livre, dans ton livre, que les mosquées elles-mêmes ne sont pas d'accord sur tout. Les musulmans ne sont pas d'accord sur tout. Les individus ne sont pas d'accord. Les êtres humains ne sont pas d'accord. Est-ce que ce n'est pas une vaine finalité portée par un enthousiasme qui en réalité ne cristallise seulement des volontés, certes propres, peut-être même sincères, qui finiraient à, comme le disent beaucoup, à diviser davantage certaines citoyennetés de confession musulmane. Alors peut-être pour les deux, mais Romy peut-être en premier. Du coup, est-ce que les débats qu'on a eus juste avant sur certaines divergences, etc., des positionnements politiques, ne seraient pas vaines, etc. C'était ça votre question du coup? Oui, enfin, si vous voulez, ces progressismes qui sont pluriels et qui sont constatables, qui sont réels dans le terreau de la société, pas seulement la société française, ça a été rappelé, on le retrouve aussi au Maghreb, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, dans l'Asie mineure, même dans les sociétés musulmanes asiatiques et même au-delà, par peut-être l'exemple et la voix de Lisa Amar dans le continent nord-américain. Est-ce que ces progressismes de plus en plus individualisés qui naissent ici et là, sincères, aussi sincères qu'ils le soient, ne favorisent pas la division qui est calamiteuse des citoyens musulmans, en tout cas de l'esprit d'une foi musulmane à travers le monde et notamment à travers les exemples que tu as étudiés en France? Moi, je pense qu'il est hyper important qu'existe et que, voilà, que soient visibilisés les discours des minorités. Et étant donné que ces formes de mouvement sont aussi issues de minorités minorisées, bien que ça puisse créer des divergences au sein des communautés musulmanes, bien que ça puisse créer des débats, je trouve qu'au contraire, c'est enrichissant d'avoir des communautés de débat, des communautés qui échangent et sur des sujets si importants comme l'influence de certains discours dans la propagation de l'islamophobie en France, dans la légitimation du racisme auprès des musulmans et des musulmanes. Et au contraire, non, je pense que c'est très, très important d'avoir ce type d'échange aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai voulu visibiliser non pas seulement les discours, par exemple, des mosquées Kalem et des mosquées Waraka, mais aussi les discours de la mosquée Simorgue, en analysant notamment la façon dont certaines personnes réinvestissent leurs privilèges blancs en intracommunautaire et la façon dont ça peut aussi impacter d'autres communautés, enfin d'autres pans des communautés musulmanes qui se retrouvent finalement stigmatisées et qui voudraient aussi promouvoir l'imama féminin, une meilleure place pour les femmes au sein des mosquées, etc., mais qui se retrouvent finalement très frustrés et parfois très révoltés face à certains discours racistes, civilisationnels, universalistes, qui les heurtent, qui sont contraires aussi aux principes de valeurs de justice auxquelles ces personnes adhèrent dans une logique du coup de progressisme. Lisa, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, Lisa, peut-être.
Ouais, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où ces questions se posent, donc la question du progressisme en islam, la question de l'islam des lumières ou des ténèbres, ces questions-là existent dans la société française, en Europe, dans le monde, et à partir de là, soit on les laisse à nos détracteurs, c'est-à-dire à des gens qui s'en emparent à des fins racistes, impérialistes parfois, etc. Soit on est responsable et on s'en empare aussi, et on les interroge, enfin, dans toutes leurs dimensions, et on est capable d'avoir ces débats nous-mêmes. C'est pareil pour les dynamiques intracommunautaires, c'est pareil pour la question de la place des femmes dans nos communautés, c'est pareil pour la question de la place des personnes LGBT dans nos communautés. Soit on est capable de les aborder, soit d'autres le font sans nous, contre nous. Donc pour moi, on a deux choix, et là, pour moi, le choix, il est vite fait. Et pareil, en fait, pour ces mosquées-là, à partir du moment où elles existent, parce qu'on en a besoin, elles n'existent pas pour rien, on va dire, elles ont été créées parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a des personnes qui sont LGBT dans nos communautés, par exemple, et qui sont pas à l'aise dans nos mosquées, qui vivent mal le fait d'aller dans des mosquées où on les renvoie vers ce qu'elles sont, on leur dit que ce qu'elles sont est un péché, etc. etc. C'est normal, je pense que c'est normal de se sentir mal à l'aise dans des conditions comme ça. Et donc ces personnes-là créent des espaces où elles ne sont pas sans cesse renvoyées à cela. Et notre responsabilité face à ça, c'est pas de dire « Ah, ça divise » ou « Ah, ça ne devrait pas exister », puisque c'est là. Donc, il y a un besoin, et donc il faut les considérer, et au-delà de ça, il faut entendre ce besoin et oser l'aborder dans toute sa complexité. En fait, pour moi, ces questions, elles ne peuvent pas être vaines à partir du moment où elles relèvent, en fait, de la vie d'une partie de notre communauté, et elles relèvent de la vie humaine, tout simplement. À partir de là, elles ne peuvent pas être vaines. Voilà, on parle de conditions de vie, d'existence de personnes, et donc c'est forcément extrêmement important. Et pour moi, nier toutes ces questions-là et les mettre de côté, ça n'est pas faire l'unité, justement. Au contraire, c'est laisser des questions qui sont les nôtres à d'autres qui ne les abordent pas de manière bienveillante. Et c'est aussi, et surtout peut-être, sacrifier une partie de notre communauté. Pour moi, faire communauté, ça veut dire être capable de se regarder en face dans nos contradictions, nos divergences, poser des questions qui fâchent parfois, mais c'est aussi savoir dépasser ces contradictions et ces divergences pour ne pas accepter qu'on puisse oppresser l'un ou l'une au sein de nos espaces, au sein de notre communauté, au nom de quoi que ce soit. Pour moi, l'unité se fait par le bas, si je puis dire, enfin, par la minorité de la minorité peut-être. C'est à partir de là qu'on pourrait faire l'unité. Donc faire front autour des plus fragiles d'entre nous pour faire l'unité, plutôt que l'inverse. Romy, tu voulais dire un truc aussi? Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Lisa, que je rejoins totalement. J'ai appelé mon livre un hymne au community care, donc un hymne à prendre soin de nos communautés. C'est justement pour éveiller certaines consciences, partager certaines expériences, faire entendre les voix de certaines personnes minorisées qui ne se sentent pas forcément bien au sein des mosquées, etc. Et qui veulent aussi créer des alternatives, contrer d'autres formes d'alternatives aussi. Et ouais, donc je trouve ça hyper important. Et puis, il y a des enjeux de représentation. Quand il y a eu la conférence à l'UNESCO récemment sur l'islam au XXIe siècle, si je ne me trompe pas, les représentants, entre autres, de la mosquée Simorgue étaient présentes. Et donc, ça a été assez institutionnalisé. À qui est-ce qu'on donne cette légitimité de représenter les musulmans et les musulmanes de France? À qui est-ce qu'on donne la parole? Qui est-ce qu'on visibilise dans les médias? Qui est-ce qu'on met en avant? Quel islam est perçu comme étant plus légitime qu'un autre, etc. Là, on voit bien qu'il y a des enjeux de pouvoir, il y a des enjeux de représentation. Et Fatima Hemilat fait justement sa thèse là-dessus, donc elle pourrait bien mieux en parler que moi. Mais du coup, je trouve que c'est très, très important aussi d'avoir des discussions là-dessus, parce que ça n'a pas juste un impact au sein des mosquées, ça dépasse même le champ des mosquées, ça a un impact politique très fort dans un contexte très islamophobe, où Emmanuel Macron, lors du discours des Mureaux, avait promis à la Fondation pour l'Islam de France de verser des millions d'euros pour soutenir certaines initiatives, mais du coup certaines initiatives institutionnalisées qui dépendent de certaines fondations. Et donc là encore, ça pose vraiment des questions de légitimation, des ressorts de légitimité, ça pose des questions de représentation, etc.
qui dit représentation dit pouvoir dit légitimité, qui dit légitimité dit domination aussi. Alors peut-être, Fatma, je crois qu'il y a des questions. Il y a certaines personnes qui souhaitent… Oui, n'hésitez pas à intervenir. Alors je vois Nabil qui souhaite intervenir et peut-être redonner la parole ou plutôt donner la parole à Malik Bissouh s'il est encore avec nous. Nabil, bienvenue. Salam alaikum. Il a un problème de son. Alors, le micro est coupé, donc on n'entend pas. Ah, là, m'entendez-vous? Oui. Ah, très bien. Merci beaucoup, bonsoir. Merci pour cette intervention très intéressante, instructive. Et en fait, j'avais juste… voilà, je ne veux pas trop m'étendre dans les remerciements parce que vraiment, c'est un sujet très intéressant qui, personnellement, moi, m'intéresse. Et en fait, ce que je voulais attirer votre attention et avoir votre avis sur justement ce mot de progressisme qui m'apparaît un petit peu comme un petit peu, si vous pouvez me permettre, un fourre-tout. Parce que mettre dans ce mot, par exemple, la question homme-femme, la question de la race, la question du genre et de toutes les questions qui sont derrière, ce sont, alors, de mon point de vue, ce sont des sujets qui sont quand même assez distincts l'un de l'autre, ne serait-ce que par la représentativité de chacune d'entre elles. Par exemple, la question homme-femme, égalité homme-femme, représentativité et toutes ces questions-là, bah, c'est 50-50, voire même un peu plus de femmes que d'hommes en termes de proportion. Ensuite, la question du racisme, elle est localisée géographiquement et on parle de minorités parce qu'elles ne sont pas majoritaires. Et pour le coup, elles ont aussi une proportionnalité, je ne vais pas dire une hiérarchisation d'importance, mais en tout cas, elles représentent, on va dire, plus de typologies, parce qu'on a plusieurs origines ethniques, mais pas une aussi grande population que, par exemple, celle des hommes et des femmes. Et ensuite, quand on zoome encore un petit peu comme ça sur un smartphone, on va avoir des questions plus identitaires, personnelles. Donc, vous parliez de la question LGBT, mais ça pourrait être d'autres choses. On peut parler aussi du handicap. Le handicap, c'est un sujet qu'on pourrait intégrer dans ce sujet du progressisme. Et donc, j'ai l'impression que justement, ce mot, aujourd'hui, il faudrait retrouver sa définition dans le Larousse, voir comment aussi il a évolué, cette définition a évolué dans le temps, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le risque, en fait, que je vois dans ces questions, c'est que c'est soit on prend tout, soit on prend rien. C'est-à-dire que soit on est progressiste, alors on prend la question du genre, on prend la question homme-femme, on prend la question du racisme, ou on prend rien. Alors que ces questions-là sont distinctes de mon point de vue. Et pour le coup, donc pour revenir au sujet d'aujourd'hui, effectivement, le fait que justement, de par une certaine ostracisation ou alors pour pouvoir être plus à l'aise, il y a des communautés, donc on peut reprendre une communauté de points communs qui ont fait émerger donc des mosquées qui ont, on va dire, muté vers un islam de France et non pas un islam en France. Donc voilà, en tout cas, je reviens sur ma question principale pour simplifier, c'est sur le mot aujourd'hui de progressisme. Ne trouvez-vous pas qu'il est un petit peu maintenant un peu galvaudé et on y met un petit peu de tout? Et on peut aussi omettre, je parlais du handicap, mais ça peut être aussi d'autres sujets encore qui pourraient être intégrés là-dessus, ou alors éclater ce mot et enfin peut-être adresser les sujets hiérarchiquement et par spécialisation. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Oui, Romy, peut-être si c'est hyper intéressant en fait, tout ce que vous venez de dire sur cette notion de progressisme que Romy développe beaucoup. Et en fait, ce qui est très intéressant, et peut-être c'est ce que aussi tu peux nous raconter, Romy, c'est que en fait, c'est une notion que tu interroges académiquement, mais surtout, en fait, c'est une notion que tu confrontes au point de vue de tous tes enquêtés. En fait, chaque enquêté a une définition de son propre progressisme, et ça montre justement que c'est pas quelque chose de figé, que c'est quelque chose de totalement mouvant, et que le progressisme pour une personne n'est pas le même progressisme que pour l'autre personne. Donc, Romy, je te laisse un petit peu nous raconter tout ça.
Merci. Merci beaucoup pour votre intervention et je suis assez d'accord. Hein, les progressistes en islam, c'est une catégorie un peu fourre-tout. Et justement, si les progressismes étaient progressistes, on n'aurait pas besoin de les décoloniser. Ce que j'entends par là, c'est que justement, mes études ont essayé de montrer à quel point, du coup, les progressistes étaient pluriels, mouvants, non pas figés, etc., mais toujours en mouvement, et à quel point ils pouvaient finalement renvoyer à des choses totalement différentes. Alors, effectivement, il y a des progressismes qui se centrent davantage sur la question des minorités de genre, minorités sexuelles, etc., mais qui n'incluent pas forcément les questions raciales, les questions liées à l'islamophobie, qui ont une politisation différentielle à ce niveau-là. Il y a aussi des progressismes du coup qui incluent les questions liées au handicap, liées à la négrophobie, etc. J'ai notamment cité Lala à ce niveau-là, un passage d'un extrait qui s'appelle « Ma mosquée idéale » et qui parle des discriminations auprès des personnes noires au sein des mosquées. Et donc, je suis totalement d'accord. Et donc, la notion de décolonisation suppose la lutte contre toutes les formes de domination. Et étant donné que les catégories progressisme donc, sont émiques et elles ont été émises par mes enquêtés, etc., elles n'ont pas de vocation à être normatives. Elles n'ont pas de vocation à définir ce qui serait progressiste ou non, dans ma façon de les présenter, en fait. Elles sont juste là pour, justement, présenter l'étendue des différents ressorts de légitimation des progressismes, de leurs conséquences, de leurs liens, etc. Et voilà, mais ce n'est pas forcément une catégorie si intéressante que ça. Ce qui m'a davantage intéressée dans mes recherches, c'était davantage leurs conséquences et les débats que ça pouvait amener au sein des communautés musulmanes. Merci. N'hésitez pas, hein, si vous voulez poser des questions, pareil, à faire un petit signe et on vous donnera la parole. Et pour revenir sur un peu et à regarder aussi dans l'espace chat, puisqu'on a Fatima aussi qui en profite pour intervenir. En revenant aussi à cette notion de progressisme, moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant auprès d'un de tes enquêtés qui dit qu'en fait, le progressisme tel qu'il est présenté aujourd'hui, c'est-à-dire en fait de se défaire d'un islam qui serait originel, qui aurait plein de préjugés sur toutes ces questions liées au féminisme, au LGBT, au validisme aussi, et qu'en fait toutes les réponses se trouvent dans l'islam et qu'il faudrait plutôt se remettre à réexaminer nos textes et notre religion. Peut-être aussi parler de... Je ne sais pas si tu peux aussi nous dire quelques mots. C'est vrai que c'est quelque... Et pareil pour Lisa, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est très aussi prôné par aujourd'hui les féministes musulmanes aussi, de dire qu'en fait, on devrait aussi retourner au texte. Et dans les textes, on a déjà énormément de réponses à ces questions-là, dites de progressistes. Je ne sais pas si l'une de vous veut peut-être prendre la parole dessus. Lisa, ouais, vas-y. Je vais répondre très brièvement parce qu'en fait, c'est quelque chose auquel, c'est un discours auquel j'adhère, qui pour moi trouve ses limites aussi, dans le sens où, effectivement, il y a plein de raisons, il y a plein de problématiques qu'on peut rencontrer dans nos espaces qui pourraient être résolues par une discussion sur les textes. Et il y en a plein d'autres, en fait, qui nécessitent de porter un regard critique sur l'histoire. Sur la tradition islamique, les traditions, sur l'histoire, sur, je ne sais pas, par exemple, sur la question de l'impérialisme et de l'expansionnisme, la manière dont ont été conquis certains territoires en Afrique, par exemple, et où l'islam a été imposé, on peut entendre des discours qui sont parfois pas très historiques dans nos espaces religieux, on va dire. Et face à cela, pour moi, il est nécessaire de confronter le discours historique, en fait, donc de regarder l'histoire aussi, plutôt que de rester enfermé dans une vision parfois plus fantasmée que réelle de ce qu'aurait été une expansion, mais douce, ou à des fins, on va dire, louables, hein, puisque c'est pour y ramener l'islam, ce genre de choses. Donc pour moi, il y a aussi une nécessité, peut-être de revenir au texte, bien sûr, mais il y a aussi une nécessité d'oser poser des questions qui finalement n'ont pas été posées. Moi, je ne pense pas que tout ait pu être résolu comme ça d'un coup. Je pense qu'il y a des questions qui sont nouvelles, qui émergent, et qu'il faut oser s'y confronter en fait
en usant de l'intelligence que Dieu nous a donnée et en se confrontant aussi les uns aux autres. Alors, il me semble qu'il y avait une question de Frédéric. Je ne sais pas s'il est là, mais en tout cas... Oui, salam alaikum à tous. Merci pour ce débat, tout ça. Est-ce qu'on n'a pas tendance justement à confondre le progressisme plutôt que par de la réforme? Parce que l'islam, c'est quelque chose de réformiste. Ce n'est pas quelque chose qui regarde dans le progressisme. Est-ce qu'on ne confond pas ces deux mots-là, quelque part, par rapport à toutes ces communautés, tout ça? Parce que bon, on voit les communautés LGBT, ils sont sortis d'un bloc afin de pouvoir arranger leurs problèmes. Mais l'islam, on voit bien que dans un verset coranique, il n'accepte pas ce genre de préceptes. Donc, est-ce qu'on n'a pas confondu progressisme plutôt que par réformisme, quelque part? Alors, Romy, peut-être, c'est vrai que dans ton livre, tu fais un peu aussi... tu parles de cette nuance entre progressisme, réformisme, et il y a un troisième mot que j'ai plus en tête. Ouais, c'est intéressant comme question. Je me la suis posée aussi. Et en fait, moi, j'ai juste utilisé les catégories qui étaient évoquées par mes enquêtés. Et en l'occurrence, on m'a beaucoup plus parlé de progressisme que de réformisme. Et en plus, la littérature sur le sujet des réformismes, elle est hyper riche académiquement, alors que celle des progressismes, dans les sources francophones, etc., le progressisme musulman, il n'y a pas grand-chose, à ma connaissance en tout cas. J'ai trouvé beaucoup moins de choses que sur le réformisme. Et puis, je dirais que les acteurs et actrices que j'ai pu suivre, qui invoquent plutôt les catégories réformistes, se distinguent des mouvements que j'ai étudiés. Je pense notamment à un groupe qui s'appelle Éthicité, qui est dirigé par Ousmane Timera, qui lui, du coup, se dit réformiste et qui a des ambitions un peu différentes quand même, un peu moins liées à la lutte contre les discriminations et à la lutte contre toutes les formes de domination, davantage dirigées vers la volonté de susciter chez certains jeunes notamment une légitimité à avoir un rapport au texte sacré plus autonome. Par exemple, voilà, pas forcément avoir besoin d'être arabophone, etc., pour avoir la prétention de comprendre un petit peu les interprétations exégétiques et pouvoir essayer de se réapproprier les textes sacrés pour en avoir une compréhension aussi personnelle. Donc voilà, ça c'est une des divergences que j'ai pu observer. Mais après qu'on parle de progressisme ou de réformisme, j'ai l'impression que, on pourrait en débattre, etc. Mais ce qui est important, ce sont les conséquences de ces mouvements, des positionnements politiques de ces mouvements. C'est ça qui m'a davantage intéressée. Voilà. Je ne sais pas si Lisa, tu veux intervenir? Je suis en train de lire le message de Fatima. Peut-être que tu peux le lire à voix haute pour les personnes. Je peux le dire parce qu'en plus, je suis vraiment d'accord. Les communautés LGBT ne sont pas en dehors de la communauté musulmane, ils en font partie. La fitna n'est pas faite par les populations féministes, LGBT, noires ou autres minorités. Elle est une conséquence de l'invisibilisation, l'oppression et l'exclusion de ces populations. Elles n'ont pas d'autre choix dans ces conditions que de s'auto-organiser sur le modèle de l'auto-organisation des populations afro-américaines aux États-Unis ou des musulmans et musulmanes en France, école confessionnelle pour je ne sais pas c'est quoi aux apories, enfin j'imagine pour échapper ou pour parer aux apories, de l'éducation nationale, création d'entreprises à destination des populations musulmanes pour qu'il y ait une économie circulaire, etc. Oui, je suis assez d'accord avec ce que nous dit Fatima par message. Je pense qu'il faut prendre le problème dans l'autre sens, en fait. Et pour répondre à ce qui était dit auparavant sur le fait que, concernant la question des LGBT et le fait que dans le Coran, c'était très clair. Bon, déjà, ça se discute, c'est pas si clair que ça, il y a diverses interprétations. Mais au-delà de ça, et là, du coup, ça répond aussi à ce qui a été dit auparavant sur le fait que la question LGBT, c'était une question purement identitaire. Je pense qu'on n'est pas nécessairement que dans l'identitaire, et à la fois, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord sur ce qu'en dirait le Coran, pour être capable d'être d'accord sur la place que devraient prendre ou que peuvent prendre les personnes LGBT dans nos communautés. C'est-à-dire que la considération de leur humanité, la préservation de leurs droits, de leur liberté individuelle et collective aussi,
Comme dit Fatima, hein, donc, le fait de ne pas les invisibiliser, etc., et de ne pas les oppresser, il me semble que là-dessus, on peut trouver un consensus sans pour autant être d'accord sur est-ce que telle ou telle pratique est halal ou haram. Je pense que les questions qui sont plus importantes que celles-ci, ce sont celles des droits humains et du fait qu'il y a des personnes qui subissent des oppressions dans nos communautés et qui sont invisibilisées. Si vous permettez, je complète un petit peu ce qui a été avancé par Romy et Elisa par rapport à la question de Frédéric. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, peut-être d'abord sur le texte coranique. Je travaille sur le Coran depuis très très longtemps. Alors, le texte est assez clair, alors non pas sur les LGBT, parce que le texte ne cite pas littéralement l'acronyme LGBT. Alors, tout d'abord, le Coran n'est pas seulement un texte, ce sont des paroles, kalam Allah. C'est au-delà d'un texte, mais qui incorpore un degré existentiel du langage qu'on pourrait trouver dans la répartition du discours, dans l'analyse, si vous voulez, des discours sur le plan stylistique et linguistique, est en texte. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est au-delà d'un texte, c'est un lisan, hein, ce n'est pas une loura, tout simplement, et ce n'est pas un nas. D'ailleurs, le terme nas, texte, ne figure pas dans le corpus coranique. Ça, c'est très important. Deuxième chose, la parole, si vous voulez, qui est autour d'un récit prophétique fondamental dans la révélation, à savoir le prophète Lot, tourne autour d'une perversion des usages ou des relations, ou si vous voulez, des actions des êtres humains à l'époque de ce prophète, et qui fait office d'une législation divine par rapport à cette communauté du prophète Lot. Donc c'est déjà contextualisé, ça c'est un premier point, et puis un deuxième point qui pourrait et qui est incorporé dans la législation universelle, si vous voulez, pour reprendre le terme universel, de la législation de la révélation de Mohammed alayhi salam. Ça c'est très important à prendre. Alors les paroles ne discriminent pas les êtres, hein, parce que la fonction du prophète, si on revient à l'essentiel dans la révélation du prophète, la fonction suprême du prophète Mohammed, c'est une miséricorde pour tous les mondes. Tous les mondes. Sans exception et dans les mondes, il n'y a pas que le genre être humain, il y a tous les genres existenciés par la volonté de Dieu. Donc je crois que la question est résolue sur le plan supralinguistique, supradogmatique de la révélation. Maintenant, et bien sûr, tous les mouvements, toutes les minorités, toutes ces minorités minorisées, comme le dit Romy, sont protégées dans leurs droits fondamentaux, hein, absolument, la préservation de la vie, le consensus, le droit à la vie, le droit à la bienséance, le droit au respect, etc., etc. Car le seul juge, et c'est une des fonctions, si vous voulez, eschatologiques des sciences de la révélation du jugement, c'est que le jugement revient à Dieu et non pas aux hommes. Et ça, c'est très important aussi de le rappeler aujourd'hui, au vu de toutes ces frictions et de toutes les divisions qui peuvent être créées par les progressismes, je reprends le terme, les petits progressismes ou les progressismes des uns et des autres dans cette société, dans toutes les sociétés, en tout cas en affiliation, dans la continuité de la confession musulmane à travers le monde. Maintenant, il y a un autre élément très important, c'est l'universalisation ou l'universalité. L'universalité me revient, c'est une fonction, c'est un devoir prophétique. Hein, elle revient au prophète. Et je rejoins Lisa, ce qu'elle avait dit au tout début de cette intervention. Je suis en désaccord intellectuel, bien sûr, avec certains propos, en tout cas certaines positions de certains mouvements, mais de toute manière, on est dans la sphère de l'intellectualité, ça se discute et on accepte, on confronte les idées pour pouvoir justement proposer le véritable progrès. Et le véritable progrès, c'est la probité de l'être humain, vous l'aviez rappelé. Et je crois que c'est cela la chose la plus importante, la chose la plus sacrée et la finalité la plus suprême d'ailleurs dans tous les textes,
toutes les révélations des textes, et notamment la révélation de l'islam. J'ai vu, alors Lisa, Fatma aussi, par rapport à Fatima Kmilet, alors elle a laissé 2 messages, on a lu seulement un message. Je crois qu'il faudrait peut-être lire le premier message parce qu'elle donne aussi un certain lot de statistiques concernant les minorités. C'est très important par éthique scientifique aussi et équité scientifique de le mentionner. Je ne sais pas, peut-être Fatma, tu pourrais le lire. Oui, alors, du coup, le premier message, c'est les LGBT représentent 10 à 15% de la population française. Même ration dans la communauté musulmane, ces populations étaient ainsi invisibilisées historiquement. C'est essentiel de leur laisser la parole. L'islam, c'est la recherche de la justice, toutes les justices, ce qui me fait penser à la citation suivante. Si vous ne combattez que certaines injustices et pas d'autres, vous n'en combattez aucune. Absolument. Donc, quand même, j'apprends, hein, en même temps que vous, 15%, ce n'est pas rien. Voilà, c'est une donnée quand même sociologique assez importante et qu'on doit prendre en considération. Et je crois qu'au-delà de tout, le travail de Rumi, bien sûr, qui revient, il ne faudrait pas perdre, si vous voulez, la ligne rouge de cet ouvrage et de cette enquête, de ce travail, c'est que tout est relié à la politique. C'est ce positionnement politique, vous l'aviez bien rappelé toutes les deux, il est important à prendre en considération pour pouvoir comprendre les enjeux colossaux et l'impact, les conséquences dont vous parliez toutes les deux tout à l'heure. Alors peut-être il y a d'autres questions, Fatma, non? Oui, il y a Romy qui veut intervenir, voilà. Donc vas-y. Ou réaction. Et n'hésitez pas si vous avez aussi d'autres questions aux autres intervenants. Vas-y, Romy. Ce que disaient Lisa et Fatima, finalement, ça fait vraiment partie des grands axes que j'ai développés dans le livre, donc à savoir, voilà, les communautés LGBTQIA+, la plupart se sentent exclus de certaines mosquées, voire de la majorité des mosquées. Et donc, il y a un vrai challenge intracommunautaire à ce niveau-là. Donc, c'était aussi pour ça que j'ai essayé de visibiliser, de faire entendre certains témoignages, certaines paroles de concernés à ce niveau-là. Et oui, on peut être dans le dialogue, dans le débat intellectuel, etc. Mais je pense qu'il n'est pas que question de divergence, d'intellectualité. Quand on est face à des discriminations, des logiques de domination, des ressorts de légitimité qui ont tant d'impact politique à l'échelle nationale, locale, internationale, etc., on peut ne pas être d'accord sur certaines interprétations exégétiques, certaines façons de pratiquer, de penser ou autres, mais quand ça nuit aux membres de nos communautés à ce point-là, je pense qu'il ne s'agit plus seulement de divergence intellectuelle, mais de positionnement politique, et on a le devoir, pour les personnes minorisées, de ces minorités, etc., d'avoir une forme de conscience et de responsabilisation collective. Face au racisme, face à l'islamophobie, face à l'homophobie, à la transphobie, etc. Et le validisme, la négrophobie, toutes les oppressions finalement qui traversent nos communautés. Et justement, pour faire le lien, le but de cet hymne à prendre soin de nos communautés, c'était de montrer que finalement, le fait d'être minorisé, le fait d'appartenir à certaines minorités, donc en termes numériques, le fait d'être minoritaire en termes de nombre, etc., bien que du coup, comme l'a rappelé Fatima, les LGBTQIA+, représentent quand même 10 à 15% de nos communautés, mais bon, elles sont quand même minoritaires, mais ça n'empêche pas que donc, certaines formes de minorité peuvent aussi reproduire certaines formes de domination, de logique d'oppression intracommunautaire, et c'est aussi ce que je voulais montrer à travers les converties blanches notamment, mais pas que, qui reproduisent des logiques de domination en réinvestissant leurs privilèges blancs en intracommunautaire, bien qu'elles soient femmes et qu'elles prônent
voilà, l'imama féminin, cette volonté de mieux inclure certaines minorités de genre, etc. Il y a d'autres questions, et notamment les questions raciales qu'on aborde si peu en France, qui sont très très importantes et qu'il est important d'aborder dans les enjeux de représentation. Fatima en parlerait bien, mais moi, là, je suis trop frustrée qu'elle ne puisse pas intervenir. Oui, et peut-être aussi rappeler, Romy, que aussi à travers ton étude, par exemple, pour reprendre le cas des musulmans LGBT, que aussi, en fait, cette exclusion-là participe au fait aussi qu'ils sont, en fait, qu'ils se retrouvent un peu entre deux communautés. D'un côté, la communauté LGBT qui les renvoie à leur religion et qui les stigmatise et qui stigmatise aussi la religion musulmane en leur disant qu'ils ne peuvent pas être progressistes, entre guillemets, et musulmans. Et d'un autre côté, des personnes majoritaires qui sont hétérosexuelles, qui sont musulmanes, qui, eux, justement, les renvoient à cette communauté-là. Et finalement, il n'y a pas vraiment de possibilité de refuge, malheureusement, pour eux. Du coup, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Peut-être on peut commencer à conclure. Alors, Romy souhaite encore dire quelque chose et après peut-être conclure. Oui, Romy, je t'en prie. Très rapidement, ça fait aussi une forme de conclusion. Décoloniser les progressismes en islam, pourquoi? Du coup, pour lutter contre toutes les formes de domination et pas seulement contre certaines formes d'oppression. Donc, c'était aussi ce livre, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas du tout un livre qui veut susciter donc des divisions, mais qui veut susciter du coup des rassemblements, donc de milieux qui luttent contre certaines formes de domination uniquement, tout en oubliant finalement les oppressions que subissent certains et certaines membres de nos communautés, notamment les personnes noires, les femmes, les minorités de genre, minorités sexuelles, etc., les personnes racisées, qui subissent des challenges hyper importants en France et dont il est important de s'interroger, de prendre connaissance pour que nos communautés soient plus sécurisantes pour les minorités minorisées. Oui, et n'hésitez pas, il y a Lisa qui a rajouté dans le chat des recommandations pour les personnes qui voudraient aller un peu plus loin. Donc, bien sûr, il y a le livre de Romy que maintenant vous connaissez et il y a toutes les recommandations que vient de nous partager Lisa. Donc, n'hésitez pas si vous voulez copier-coller, faire un screen. Avant de conclure, du coup, merci beaucoup à toutes les deux pour cet échange. Merci beaucoup, Romy, pour ce livre que moi, j'ai trouvé réellement passionnant et qui déconstruit totalement, en fait, cette notion de progressisme, parce que c'est vrai qu'on peut arriver avec plein d'a priori, comme ça a été dit, mais en fait, ça remet, on va dire, les idées en place. Et Elisa, bien sûr, pour cette postface qui est très puissante et qui va un peu avec tout ce que tu fais déjà comme travail en tant que chercheuse et militante. Merci à l'Institut Calimette d'avoir organisé cet échange et merci à toutes les personnes qui ont été présentes et qui ont posé des questions et puis n'hésitez pas aussi sur les réseaux sociaux, Romy, Lisa, n'hésitez pas à leur écrire pour poser vos questions si vous n'avez pas pu le faire là. Donc voilà, merci à tous et à toutes et je vais donner la parole alors on a encore un petit message. Super, merci beaucoup Fatima aussi. Et je vais donner la parole à Boumediene Ben Yahia pour conclure en fait cet échange-là. Alors, moi tout d'abord, je dois vous remercier toutes les trois parce que vraiment, grâce à vous, on a pu un peu se mettre en immersion dans cet ouvrage et cette étude qui ouvre des horizons pour moi sur le plan sociologique et sociétal et qui est fondamental pour notre société et fondamental pour les minorités, vous l'aviez bien rappelé, si bien rappelé. J'espère que ce message soit entendu par tous les auditeurs et les auditrices parce que ce sont des questions qui nous touchent. Hein. Vous l'aviez bien rappelé, l'humanité est notre bien commun, universel et sacré à tous et à toutes. Donc je remercie d'abord
Romy Desmatons, Romy, je te remercie pour ta présence, d'avoir accepté aussi, suite à la proposition de notre sœur commune Imen, que je remercie vivement aussi, même si elle n'a pas pu peut-être être parmi nous ce soir. Je crois que ce livre ouvre des horizons et il faudrait continuer à creuser ce sentier et plusieurs sillons à la fois pour pouvoir faire face aux défis aux citoyens d'abord, aux citoyens de toute confession et aux citoyens de confession musulmane, notamment en France et peut-être même ailleurs, parce que ces problématiques sont transversales. Je crois que Lisa l'avait rappelé au début de cette intervention aussi. J'en doute pas que Kémila aussi, par le biais de ses travaux et ses interventions, et que ces défis sont là, il faudrait apporter des réponses. Il faudrait apporter des réponses dans l'apaisement, avec beaucoup de sagesse, mais surtout, j'y insiste, avec ce devoir d'acquérir la connaissance. Sans la connaissance, on ne pourra pas, si vous voulez, endiguer cette ignorance, cet obscurantisme qui nous assaille de toutes parts, qui assaille l'être humain de manière générale, nos sociétés, nos traditions, nos pensées, nos idées, notre vie, la chose la plus vitale et la plus sacrée que Dieu ait créée sur Terre. Et voilà, donc je te remercie infiniment pour tes éclairages. Ça nous a permis aussi de découvrir un petit peu les raisons pourquoi ce travail, hein, par Fatma Tolkhani qui te pousse un peu à dévoiler un petit peu l'intimité qui t'a poussé à faire ce travail dès le début, sur le plan, ce que moi je retiens à titre personnel et que je souhaiterais partager avec tous les auditeurs et les auditrices, c'est qu'il faudrait garder en lisant aussi votre ouvrage, ton ouvrage, ce qui est très important, c'est que la visée n'est pas cet ouvrage n'est pas qui n'a pas une visée ou une finalité de critique ou d'autocritique de la théologie, hein, ou de l'histoire théologique ou dogmatique ou doctrinale à travers l'islam. C'est un travail de terreau social, humain, vital, qui pose les problématiques par rapport à l'injustice de manière générale. Vous l'aviez rappelé, tu l'avais rappelé, Romy, au début, et donc, pour moi, c'est un travail, c'est un appel à la justice, à plus de justice pour les minorités, mais cela n'exclut pas, même si tu as travaillé seulement sur ces 3 mosquées dans ce premier travail, que le filigrane, c'est un appel à travailler et à faire valoir toutes les justices contre toutes les injustices. Je remercie Elisa Amar qui, dès le début, le jour où j'ai pris contact avec elle, avait accepté de participer avec joie et qui nous a fait honneur aussi d'être parmi nous ce soir, même si elle est loin du continent européen. Et je ne sais même pas quelle heure est-il chez vous, Lisa, enfin, qui a certainement fait des efforts pour être avec nous. On te remercie infiniment. On te souhaite aussi bonne continuation dans tes recherches, dans la thèse doctorale de littérature, combien la littérature est importante pour l'être humain. La littérature, c'est la nourriture quelque part. Alors là, j'emprunte le terme spirituel, même si il y a tant à dire sur la spiritualité on aura peut-être d'autres occasions pour en parler. Je remercie finalement Fatma Tolkhani qui a accepté d'animer, de lire avec sa patience et de préparer cette discussion, cette rencontre autour de ce livre et cette ouverture d'esprit, cette ouverture d'âme, cette ouverture des intellects pour pouvoir construire des ponts et non pas les détruire comme on le voit aujourd'hui à travers le monde et qui est la menace contre la vie sur Terre. Vraiment, je remercie aussi tous les membres de l'Institut Kalima, membres qui m'accompagnent depuis 4 ans dans cette, non pas aventure, mais dans cette
vocation ou engagement à la fois intellectuel, spirituel et scientifique à travailler le texte, les textes prophétiques et le langage coranique pour pouvoir justement servir l'humanité avec une spiritualité opérante, opérative, universelle, harmonisante, qui répond à chacun selon son degré de progression dans la voie de sa relation intime avec l'absolu, avec Dieu, avec Allah Azza wa Jalla. Et puis, bien sûr, je crois que cette conférence s'inscrit aussi dans la conciliation, l'esprit de la conciliation. L'ouvrage s'inscrit aussi dans cet esprit. Vos interventions s'inscrivent dans cet esprit de la conciliation pour trouver des solutions et harmoniser les êtres pour pouvoir vivre ensemble. Et je rappelle, si vous le permettez, un signe coranique qui nous dit « Wama » donc l'ontologie de la création des tribus et des populations qui est attestée dans la révélation, le corpus coranique, n'est que pour une seule finalité, cette connaissance, entre-connaissance pleine, vivifiante, éternelle, universelle, vers laquelle Dieu nous appelle tous et toutes. Je vous remercie vraiment infiniment, espérant que on va se voir très bientôt dans d'autres occasions et je me permets aussi de faire la promotion. Alors le 25, sous la direction de Dr Dahari, vice-président du KIOS, donc la fêtière la plus ancienne des organisations islamiques suisses et de l'Institut Kalima, donc propre institut, on organise le 25 juin à l'Université ouvrière de Genève un atelier international du soufisme sur les théories et les pratiques. Donc, vous êtes toutes conviées. Alors, je ne sais pas, Lisa, comment elle va faire pour pouvoir venir jusqu'à Genève. Mais en tout cas, il y aura bien sûr une diffusion en ligne, mais en tout cas pour Romy et Fatma, grandement, ça nous ferait un grand honneur que vous soyez présentes avec nous à Genève le 25 juin. Atelier qui vise aussi à travailler sur la question de la spiritualité de manière in vivo, si vous me permettez l'expression. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous remercie infiniment. Je remercie tous les interlocuteurs, tous les auditeurs, les auditrices. Alors, je ne sais pas, Malik Bezou, on l'a perdu dans le chemin entre les lignes de décoloniser les progressismes en islam. Mais en tout cas, j'en doute pas que j'aurai une discussion avec lui autour de cela, où on pourra organiser d'autres rencontres fructifiantes autour de ce sujet. Inch'Allah, excellente soirée à toutes et à tous, remerciements à toutes et à tous, et puis paix intégrale à toute l'humanité. Merci mes très très chers, à très bientôt, et bien sûr on reste en contact, ne serait-ce que par le biais des cœurs. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci beaucoup. Je ressens beaucoup de paix et de belles énergies là et ça me fait vraiment plaisir que ce que j'ai pu mettre sur le papier grâce à Lisa et plein d'autres relectrices, etc. puisse faire émerger de si beaux débats et un climat vraiment bienveillant. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie personnellement au nom des membres de l'Institut Kalima et au nom aussi des belles énergies que tu évoques à l'instant, des anges et des prophètes et des messagers, et de toutes celles et ceux qui sont dotés de ce cœur vaillant et vivifiant à une spiritualité harmonieuse qui lie les êtres au lieu de les séparer. Que Dieu nous en préserve. Amen. Merci, Amin, fi amanillah.